tous. Merci de m'avoir convié à cette soirée, à animer cette soirée. On a décidé de décliner en fait l'examen neurologique sur 3 versants, ou plutôt 3 motifs de consultation que vous êtes susceptibles de rencontrer en cabinet, qui sont les troubles de la marche, globalement les troubles de la sensibilité, mais on verra que je ne me suis pas attardée sur les examens vraiment très précis de la sensibilité, et que j'ai voulu plutôt dans cette thématique parler peut-être de patients que vous avez plus l'habitude de rencontrer, c'est-à-dire des patients avec des radiculalgies, que ce soit des radiculalgies cervico-brachiales ou au niveau du membre inférieur. Et la 3e thématique, je pense qui vous intéresse beaucoup, ce sont les céphalées. Voilà, on va essayer de développer ces 3 thèmes. Lorsque le patient est là, vous allez le tester, donc vous pouvez lui demander, par exemple, déjà globalement, de marcher sur la pointe des pieds. Si vous lui demandez de marcher sur la pointe des pieds, bien évidemment, vous allez tester les loges postérieures, donc vous allez déjà pouvoir orienter éventuellement votre examen moteur. Ensuite, vous pouvez lui demander de marcher sur les talons, comme ça, bien évidemment, vous testez les loges antérieures. Et puis, vous pouvez lui demander de s'accroupir, de se relever. Vous pouvez le faire sur une chaise, mais en général, c'est mieux de le faire sur patient droit. Il s'accroupit, il se relève. S'il n'y arrive pas et qu'il est obligé de céder avec les mains, évidemment, c'est qu'il y a un déficit plutôt au niveau des ceintures. Alors, ensuite, sur l'examen que l'on peut faire, il y a l'examen de l'équilibre. Ça, c'est un examen très important parce que avec une seule épreuve, finalement, on va pouvoir un petit peu tester différents domaines. Ça s'appelle l'épreuve du Romberg. Donc, on demande aux patients de se mettre pieds joints, d'abord les yeux ouverts, et puis on peut observer différentes choses. Lorsqu'il y a un trouble de l'équilibre qui est en rapport avec une atteinte du cervelet, dans le cadre des ataxies cérébelleuses, les patients vont avoir des oscillations, plutôt d'avant en arrière, et vous allez voir se tendre et se détendre les tendons au niveau de la cheville, et ça c'est ce qu'on appelle la danse des tendons. Et en général, bien évidemment, c'est pas complètement aggravé par la fermeture des yeux. On observe la même chose, yeux ouverts, yeux fermés, mais lorsque le patient est en difficulté, les yeux fermés, parce que bien évidemment, il n'a plus du coup la proprioception pour l'aider encore à retrouver l'équilibre, il va avoir tendance, les yeux fermés, à ouvrir les jambes et à augmenter le polygone de sustentation. Avec cette même épreuve du Romberg, vous pouvez avoir des patients qui ont des atteintes des grosses fibres au niveau des nerfs périphériques, et c'est ce qu'on appelle les ataxies proprioceptives. Ils ont là aussi une oscillation lorsque vous leur demandez de rester pieds joints, mais c'est une oscillation qui est moins bruyante que le cérébelleux, et en général, par contre, c'est largement majoré par la fermeture des yeux. Et lorsque le patient ferme les yeux, il va chuter. Mais vous pouvez recommencer l'épreuve plusieurs fois, il ne chutera pas forcément du même côté, à la différence des ataxies vestibulaires, où là, effectivement, lorsque vous faites cette épreuve-là, si vous la refaites plusieurs fois, vous allez avoir systématiquement le patient qui va chuter du même côté. Ensuite, pour les patients qui ont des syndromes démentiels, ceux qui ont plutôt une déafférentation frontale, ils vont effectivement avoir tendance à la rétropulsion. Vous pouvez le tester un petit peu, tester l'équilibre, voir quels sont ses réflexes. Et là, en général, les patients partent en arrière et tombent. Donc, il faut quand même être prudent et être capable de les rattraper assez rapidement. Ça peut être catastrophique avec ces patients-là. Et ensuite, je vous ai juste mis le patient parkinsonien. Alors, c'est pas vraiment, vous ne testez pas vraiment l'épreuve du Romberg, mais vous le voyez tout de suite quand Parkinson est un petit peu avancé quand même, hein, parce qu'au départ, il n'a pas eu cette attitude-là. Mais il va avoir tendance à avoir une attitude un petit peu camptocornique, c'est-à-dire le dos courbé, il va un petit peu courir après son centre de gravité. On va regarder la motricité globale. Donc pour ça, au niveau des membres inférieurs, ce qu'on va demander aux patients, c'est de mettre les jambes, voilà, les genoux à l'indice, et on demande aux patients de maintenir cette position, ça s'appelle la manœuvre de Magazzini, on peut rester. Et effectivement, lorsqu'il n'y a pas de déficit, le patient reste dans cette position. Et lorsqu'il y a un déficit
même minime, le patient, je me permets, va avoir une tendance à chuter évidemment au niveau d'un des membres inférieurs, parce que bien évidemment, l'examen neurologique est toujours comparatif. Pour l'examen de la sensibilité, quand les patients viennent pour un motif de trouble de la marche, il faut effectivement regarder la proprioception, hein, c'est-à-dire la sensibilité profonde, celle qui permet à notre cortex de savoir dans quelle position est notre membre pour pouvoir évidemment appréhender l'environnement. Et au niveau des membres inférieurs, on peut le tester, on l'a testé tout à l'heure en faisant la manœuvre du Romberg, mais on la teste également en demandant au patient de fermer les yeux, par exemple, et on va mobiliser son gros orteil, soit vers en haut, soit vers en bas, et il faut y aller doucement en fait, parce que si vous y allez trop vite, il va le savoir. Même si... Donc on y va doucement, on triche un peu, hein, c'est-à-dire on bouge un peu en haut, en bas, et puis tout doucement, et on demande au patient, l'orteil est ouvert en haut ou vers en bas. L'important c'est de le prendre de chaque côté et pas comme ça. Voilà, tout simplement. Et donc là, on va tester la proprioception au niveau des membres inférieurs. Ensuite, il va falloir, après la motricité globale, tester le tonus. Donc le tonus, on va le tester tout à l'heure avec bien sûr les réflexes ostéotendineux, mais on va aussi rechercher des troubles du tonus beaucoup plus globaux, tels que les hypertonies pyramidales ou les hypertonies extra-pyramidales. Donc l'hypertonie pyramidale, c'est une hypertonie qui est élastique. C'est-à-dire que, par exemple, si on a un membre supérieur qui est hypertonique, on va essayer, puisque l'hypertonie, par exemple, chez le patient qui a un accident vasculaire cérébral, elle est en flexion au membre supérieur et en extension au membre inférieur. Donc le patient, il se retrouve comme ça. Donc l'hypertonie du syndrome pyramidal, c'est une hypertonie qui est dite élastique, c'est-à-dire on a beaucoup de mal à étirer le bras, et elle augmente au fur et à mesure de l'amplitude du mouvement, et elle va lâcher tout d'un coup. Et le membre reprend sa position initiale. Ça, c'est l'hypertonie. Alors que dans l'hypertonie extra-pyramidale, on dit en tuyau de plomb, c'est différent. C'est une hypertonie qui est plastique, c'est-à-dire que le patient qui a un syndrome parkinsonien, Parkinson, lorsque vous allez faire ce mouvement-ci d'extension, eh bien vous allez, en mettant le pouce sur le tendon bicipital, vous allez sentir des à-coups. C'est-à-dire qu'il y a hypertonie, puis ça lâche. Il y a hypertonie, puis ça lâche. C'est ce qu'on appelle, là je vous l'ai mis, la roue dentée, la manœuvre de la roue dentée. Et pareil, au niveau du poignet, ça se teste également. Vous faites des mouvements de rotation. Et là, bon, on voit bien que le mouvement est très bien. Alors qu'avec le patient parkinsonien, on va avoir des petits plans comme ça. Voilà, tu fais très bien. Exactement, voilà. Donc on va faire ensuite dans l'examen du tonus les réflexes. Alors je pense que tu es effectivement dans la bonne position, parce que moi j'aime bien faire les réflexes comme ça. Donc on fait les réflexes rotuliens, on est au membre inférieur, hein, donc on fait les réflexes rotuliens et réflexes achilliens. Donc on fait un premier réflexe qui marche bien, puis ça arrête, parce que sinon mon cours Voilà. Et pour les réflexes achilléens, lorsque le patient est comme ça, on peut tout à fait essayer de les faire comme ça. Donc on imprime une petite pression sous le pied et on va taper le tendon achilléen. D'accord? Ça marche très bien. C'est vrai que c'est un super cobaye parce que ça marche très bien les réflexes. C'est nerveux, concentre-toi. Et voilà. Donc le signe de Babinski, qui signe donc une atteinte du faisceau pyramidal. Il se fait en général pas forcément avec une pointe parce que c'est pas très agréable. On peut le faire. J'espère qu'il y en a pas. On part du talon, on va sur le bord externe du pied et on rejoint la base du gros orteil. Comme ça qu'on fait un Babinski. Et il est positif lorsqu'il y a une extension lente et dite majestueuse du gros orteil. La plupart du temps, les gens ont un réflexe qui est indifférent. Ou alors, ils sont très chatouilleux et là, c'est très difficile à faire. Donc, au niveau de la sensibilité, on va évidemment demander aux patients à quel endroit il y a ces troubles de sensibilité.
Donc je vous ai fait je vous ai mis le petit schéma. On va dire que globalement, si on regarde, L3 c'est plutôt la partie basse de la cuisse. Ensuite L4 c'est plutôt la face interne, L5 la face externe jusqu'au gros orteil, donc le dos du pied et le gros orteil. Et S1 c'est plutôt la face postérieure, la plante du pied et le 5e orteil. Globalement, c'est comme ça qu'il faut tester la sensibilité. On demande aux patients de se mettre debout et on regarde s'il y a une amyotrophie quadricipitale, une amyotrophie des tibiaux antérieurs, du triceps ou autre, toujours de manière comparative. On va demander aux patients d'essayer de se mettre sur les talons. Sur les talons, donc on teste L5, et sur la pointe des pieds, on teste S1. Et le patient qui a une atteinte de Serracina, il est incapable de se mettre sur la pointe des pieds ou sur les talons. Ensuite, on va faire un testing musculaire, là aussi global. Tu peux s'allonger. Et on va regarder effectivement si le patient est capable de mobiliser à la fois son psoas et ses adducteurs, enfin, tout ce qui est ceinture vraiment très proximale, qui montre une atteinte éventuellement L3. Donc on peut demander déjà au patient de lever sa jambe, par exemple. Voilà. Et ensuite on peut le faire également contre résistance. Voilà, très bien. Ensuite on peut tester aussi les adducteurs. Donc le patient a les jambes un petit peu écartées, on lui demande évidemment de rapprocher les jambes, les adducteurs. Ensuite on va tester le quadriceps. Donc on plie, vas-y, est-ce que tu peux lever la jambe? Voilà, ça marche très bien. Ensuite, on va tester le tibial antérieur. Donc, il faut relever le pied. Voilà, très bien. Les pérognés, mettre un peu sur le côté, en externe. Voilà. Ensuite, on va lui demander de faire les pointes. Donc, vas-y, fais la pointe. Et là, on pousse contre résistance pour voir un petit peu. Et d'accrocher les doigts avec les pieds. Vas-y, accroche-les. Voilà. Et donc là, on a globalement testé le membre inférieur de manière assez globale et facile. Donc, déjà, la première chose, c'est, comme pour le reste, c'est savoir quel est le mode d'installation de la céphalie. Déjà, savoir si le patient que vous allez voir est connu pour avoir ce type de céphalie. Et pour avoir surtout le type de céphalie pour laquelle vous le voyez actuellement à la consultation. Est-ce que c'est la même? Voilà. Dans ce cas-là, déjà, on est un petit peu rassuré. Ça veut dire que, bon, il en a déjà eu, il est là, donc ça va, c'est pas la catastrophe pour l'instant. Ça, c'est ce qu'on appelle les céphalées plus ou moins chroniques. C'est le cas notamment de la migraine, mais c'est aussi le cas pour des céphalées qui sont un petit peu plus violentes, qu'on va décrire tout à l'heure. C'est les algies vasculaires de la face et les névralgies faciales, donc névralgie du trijumeau. Mais des céphalées qui s'installent aussi de manière progressive, c'est pas forcément rassurant complètement non plus. Ça peut aussi être le signe d'une hypertension intracrânienne. Lorsque lié à ces céphalées, il y a une grande fatigabilité. Il peut y avoir des troubles visuels aussi. Il peut y avoir, en fonction de la cause, des nausées, des vomissements. Ce qu'on peut voir aussi dans les syndromes méningés. Donc toujours rechercher s'il n'y a pas de la température, s'il n'y a pas eu de la fièvre au début, parce que ça peut signer aussi une méningite. Donc il faut quand même poser la question. Et quels sont tous les symptômes associés? Est-ce que c'est une céphalée qui est, je vais dire, isolée, ou est-ce qu'elle est associée à une autre symptomatologie clinique? Est-ce qu'il y a des nausées, des vomissements? Comment sont ces vomissements? Est-ce que ce sont des vomissements juste de petites nausées, ou est-ce que c'est des vomissements en jet, violents, ce qu'on voit notamment dans les hypertensions intracrâniennes et dans les syndromes méningés? Est-ce qu'il y a notamment des positions aussi qui peuvent améliorer ces céphalées, notamment la position en chien de fusil, où les patients sont tout recroquevillés, ça calme les douleurs méningées, notamment. Donc tout ça, à l'interrogatoire, c'est vraiment des éléments à rechercher. La céphalée est une chose, on va la qualifier, on va voir. Et quels sont les symptômes qui peuvent être associés à cette céphalée, qui sont arrivés ou en même temps ou après. Quand on est dans le cadre d'une céphalée aiguë, c'est-à-dire que voilà, est arrivée relativement rapidement, est-ce qu'elle a été brutale ou pas? Je dirais que si le patient vous dit clairement que d'une seconde à l'autre,
il a eu une céphalée comme si on lui plantait un coup de poignard dans la tête, que ça a été extrêmement violent, même si maintenant c'est moins violent, mais que ça persiste quand même, ne le traitez pas. Non mais voilà, parce que c'est une hémorragie ménagée jusqu'à preuve du contraire. Et même si on fait une ponction lombaire, nous arriver aux urgences, il n'y a pas grand chose, même si, excusez-moi, non, même si quand il arrive aux urgences, il a un scanner, ce patient, et que sur le scanner on voit rien, nous on a tellement peur que ce soit ça, que ce soit une petite fissure anévrismale par exemple, qu'on va aller faire une ponction lombaire à ce patient. Donc, vous voyez, nous on va loin déjà dans notre... la céphalée en coup de poignard, c'est l'hémorragie ménagée jusqu'à preuve du contraire. Il faut se donner tous les moyens pour l'éliminer. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est vraiment le diagnostic d'opportunité. Enfin, un parmi d'autres. Éliminer la céphalée ou le patient? Céphalée. Quand les céphalées sont aiguës, brutales, que le patient n'a jamais été habitué à être céphalalgique, qu'il n'est pas migraineux, je crois qu'il faut toujours rester un peu... voilà, il faut faire très attention. Parce que c'est probablement ce qu'on appelle une cause organique. Donc on voit ça dans les AVC, mais il y a d'autres symptômes qui vous orientent vers cette pathologie-là. Ça peut être une méningite, mais on l'a vu, il y a d'autres signes également associés. Ça peut être une poussée d'hypertension artérielle, tout simplement. Oui, d'accord. Et ça peut aussi être une dissection des artères cervicales. Donc on va en parler.